King FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Amadou Sadio Barry. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Première question avec vous, Talibé Barry. On n'a pas pour habitude de demander à nos invités de se présenter. Comment vous vous présenteriez aux Guinéens? Écoutez, parce que beaucoup entendent parler de vous, on voit les tribunes que vous signez, votre nom circule partout. Qui vous êtes exactement pour la gouverne de nos auditeurs des Guinéens qui ont envie d'en savoir sur vous, bien entendu. Écoutez, avant tout, d'abord, merci pour l'invitation. Vous me donnez l'occasion ici, par cette tribune, d'apporter des contributions, malgré la distance, aux questions politiques qui occupent le pays. Donc, je suis Amadou Sadio Barry, je suis professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe. Le Cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. Et je suis chercheur aussi au CELAT, avec l'Université de Laval. Et oui, je suis chercheur spécialiste en éthique des relations internationales, de toutes les questions qui relèvent de ce qu'on appelle la justice globale et d'un point de vue bien sûr philosophique. Et oui, sinon je suis d'origine guinéenne. Bien, c'est important de le dire aussi. Je suis très content de retourner ici. Bien. Et voilà, et merci encore pour l'invitation. Très bien. Allez, première question enfin, Talibé. Alors, parlant de la chute d'Alpha Condé, un observateur lucide, un homme intéressé à la politique et au pouvoir et à tous ses avatars, quel enseignement tirez-vous de la chute d'Alpha Condé? Écoutez, le premier enseignement tout d'abord, c'est de constater que toutes les transitions que le pays a connues ont été des échecs. C'est-à-dire que celles de 84 à 93 et celles bien sûr de 2010, ce sont des transitions qui ont échoué. Parce que si elles avaient réussi, nous n'aurions pas rendu d'abord à la problématique courante, enfin que revient celle du troisième mandat, et surtout si la transition avait réussi, cette dynamique où nous sommes toujours dans une logique de confiscation du pouvoir, ou en tout cas le champ politique est organisé de manière à dominer les institutions publiques, je veux dire, nous serions déjà affranchis d'une telle pratique du pouvoir. Donc la gouvernance Alpha Condé témoigne à bien des égards que sur le plan politique et institutionnel, depuis 1958, nous sommes dans une culture politique où les institutions dites publiques, en fait, n'ont pas de dimension publique. Et donc que nous assistions à un transfert, à une extension de l'espace privé, c'est-à-dire que les individus s'autorisent du privilège qu'ils ont au pouvoir pour dominer l'espace public. Donc la première leçon, c'est que nous ne sommes pas sortis des pratiques informelles et nous ne sommes pas sortis depuis 60 ans d'indépendance justement de cette logique néo-patrimoniale du pouvoir et pour terminer, de cette conception qui va chercher le sentiment d'appartenance ethnique pour asseoir un capital politique afin de dominer le territoire ou ce qu'on appelle à tort la nation guinéenne. Et voir Alpha Condé, cet opposant historique qui quand même revendique plus de 40 ans de lutte, de combat politique, le voir partir de cette façon, avec toutes ces images d'humiliation qui ont circulé le 5 septembre, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel africain? Comme commentaire, c'est une tragédie humaine au sens fort du terme grec, la tragédie. C'est-à-dire que vous avez là le destin de quelqu'un, d'une personne à laquelle, en tout cas, nous, même au Canada, on croyait. C'est-à-dire que nous avions quelque part espoir, malgré tout le conflit qui a parrainé les élections en 2010 et tout ce que les législatifs en 2013, on se souvient. Et nous avions quand même espoir que l'opposant que fut Alpha Condé, c'est-à-dire sa trajectoire, lui qui a connu la prison, qui a connu l'humiliation, des injustices, pendant toute la période de l'opposition a combattu contre les inégalités, du moins en principe, nous avions pu quand même croire qu'il aurait pu impulser une dynamique de changement qui inscrirait le pays dans une voie au moins, je ne dirais pas exceptionnelle, mais normale. Ça a été la grande déception en 2013 de voir comment la cacophonie qui a entouré l'organisation législative déjà donnait un mauvais signal. Et c'est là où je pense que nous devrions aller au-delà de la personne d'Alpha Condé et questionner notre héritage politique, questionner surtout la manière dont les acteurs politiques guinéens, par-delà des noms personnels, conçoivent le rapport à l'espace dit public. Et j'insiste en disant que si on est sérieux sur la compréhension du concept public, depuis Sékou Touré, l'espace public guinéen n'a jamais existé. Nous sommes dans un rapport personnalisé qu'Alpha Condé, à la faveur d'un recyclage d'opposants politiques, des gens qui passaient d'un parti à un autre, accompagnés des logiques néopatrimoniales, ont confisqué le champ politique guinéen et ont imposé des manières de gouverner qui ont à la fois retardé le développement, mais surtout mis en cause l'humanité du Guinéen.
Car il faut se rendre compte, au Canada et en France, nous visitons des centres de réfugiés qui sont remplis de Guinéens, des gens qui pleurent, qui ne veulent pas revenir en Guinée. Non pas parce qu'ils n'aiment pas la Guinée, mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas en Guinée des conditions idéales qui respectent leur humanité. Donc c'est à la fois un échec humain, un échec sur le plan symbolique, mais surtout un grand désespoir. Parce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui formule des revendications de justice et d'égalité, veulent se soigner chez eux, éduquer ici, vivre en Guinée, s'éduquer en Guinée et ne pas être la proie justement d'une immigration illégale où surtout l'on se fait humilier devant des centres d'immigration parce que notre pays n'est pas du tout hospitalier à notre dignité. Bien, enfin, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Quelle image vous retenez de lui, d'Alpha Condé, avant qu'on ne parle enfin de la transition? Écoutez, moi je pense qu'il a été victime d'un mauvais calcul. Moi je n'ai rien contre la personne d'Alpha Condé, bien que nous-mêmes nous avons pris des positions qui nous ont valu ce que ça nous a valu, sans rentrer dans le détail. Mais je n'ai rien contre la personne d'Alpha Condé. C'est un être humain qui a fait des erreurs, me semble-t-il, et surtout qui a été mal accompagné. Moi je pense qu'il ne faut pas, c'est un point de vue personnel, à lui seul l'accabler. Aujourd'hui, il faut aller, oui, c'était le premier responsable du pays, il faut déterminer sa responsabilité avec beaucoup de lucidité, mais surtout, me semble-t-il, il faut que nous nous interrogions de manière collective sur comment notre culture fabrique l'autoritarisme et surtout comment le rapport au privilège et au prestige en Guinée, comment le côté social participe à former une culture de la dictature. Ça, ce n'est pas en critiquant Alpha Condé ou Conté ou Sékou Touré que nous allons sortir. C'est nous, en tant que collectivité, quel type de société nous voulons et surtout de quelle manière nous socialisons les Guinéens à la chose publique. Moi je suis sidéré de voir que même des jeunes aux primaires que je rencontre qui sont déjà dans une logique de corruption. C'est-à-dire qu'on donne facilement à un enseignant de l'argent, on est aux primaires. Enfin, 6, 7, c'est là où ans. ça commence. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'en Guinée, la socialisation aux politiques, à la chose publique, est médiatisée par quoi? La corruption, la violence et l'extraction. Donc ça n'est pas l'individu seulement qu'il faut accabler. Il faut aussi vraiment, de manière profonde, questionner la manière dont l'éducation en Guinée, à la fois sur le plan familial, fabrique un autoritarisme qui met en cause le devenir démocrate de notre pays. Ça aussi, c'est une interrogation collective et je pense que la transition peut être l'objet de ce débat. Bien, M. Amadou Sadio Barry, philosophe et auteur du livre Essai sur la refondation sur la fondation politique de la Guinée. Mohamed Kaba, oui. C'est très important ce que je voulais dire, si vous me permettez. En fait, je suis très conforté par la conclusion de monsieur Barry, parce que je me rappelle tout à fait qu'à un moment donné ici, quand on faisait l'autopsie des mots qui gangrènent notre société, je disais effectivement qu'il y a le fait que, en parlant de corruption par exemple, que en réalité on forme des gens corrompus depuis le berceau dans ce pays. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai évoqué la question de l'école primaire. Effectivement. Où on nous apprend à corrompre. Même des crèches. Hein. On nous apprend ça commence depuis les crèches. À corrompre. Justement, à payer les notes, à acheter les notes, à acheter tout ce qu'il y a. À obtenir des faveurs. Des faveurs dans la société. Bien. Et que c'est la société elle-même qui est malade. Et c'est en ce moment que j'ai parlé de catharsis. Je suis vraiment conforté quand il me dit aujourd'hui. Mais d'autant que c'est un philosophe aussi. Non, écoutez, donc c'est deux philosophes qui sont assis côte à côte. Un tout petit peu. Bien. J'ai oublié mes leçons. Bien. Il faut que je le dise au passage. Bien. Et Mohamed, merci de me le permettre, Mohamed Kaba. Ça m'amène à dire que M. Barry a fait un constat tout à l'heure, que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que justement, les transitions précédentes n'ont pas réussi. Et que les hommes qui ont donc incarné le pouvoir ont plutôt ramené les institutions à leur personne. Est-ce que vous compreniez donc, vous comprendriez que le CNRD aujourd'hui se donne la mission justement, ayant fait le même constat que vous, et Mamadi Doumbouya l'a dit, de dépersonnaliser le pouvoir. Et de procéder justement à la refondation de l'État et à la rectification institutionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par ces expressions, ces mots valises, refondation de l'État, rectification institutionnelle, dépolitisation du pouvoir, de l'administration, désinstrumentalisation de la justice? Écoutez, moi je pense que c'est tout à son honneur. C'est clair que parmi les maux de notre pays, c'est cette personnalisation à outrance du pouvoir public. Il faut que je rappelle que l'idée du public n'existe pas, n'a jamais existé en Guinée. Parce que le public suppose l'existence de contraintes collectives, c'est-à-dire de lois collectives qui contraignent à la fois les individus et la collectivité. Or, on le sait ici, quand vous êtes fils de ministre ou vous êtes proche des réseaux du pouvoir, vous vous affranchissez
des lois publiques. Donc le public, là où une personne domine, il n'y a pas d'espace public. Et une philosophe comme Hannah Arendt a très bien expliqué cette dimension du public. Moi, je suis content d'entendre le président colonel dire, en fait, solliciter la rectification de l'État ou la refondation de l'État. Ouais. Encore, c'est une vision qui, depuis 1993, je pense qu'il y a une perception qui se dégage où on dit que les Guinéens sont favorables à une démocratie libérale. C'est dans cette perspective que nous inscrit le colonel. Ouais. Par contre, il ne faudrait pas simplement qu'on s'aventure dans des concepts ou dans des mots. Encore faut-il les incarner. Et comment les incarner? Oui. La refondation ne peut pas avoir lieu sans un dialogue, sans une collaboration. C'est-à-dire que toute seule, de manière unilatérale, on ne peut pas promouvoir une vertu qui engage la collectivité. Donc si on veut refonder, moi dans mon livre je parle de fondation, pourquoi? Parce que depuis 1993, on nous impose du haut des constitutions, on nous impose du haut des valeurs. Évidemment que ça prend des leaders qui encouragent des valeurs. Mais lorsqu'on veut refonder, lorsqu'on veut donner vraiment de la souveraineté au peuple, ben le peuple a son mot à dire. C'est-à-dire que Cela doit passer par quoi? Par un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue. Des assises nationales, comme ça se passe au Mali, les assises nationales de la refondation. Pourquoi assises nationales, je pense qu'on a déjà eu depuis 80. Écoutez, même la réconciliation nationale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons ce qui est extraordinaire dans le pays, c'est que nous avons déjà sur papier beaucoup de choses disponibles. Ouais. La réconciliation nationale, nous avons des études là-dessus, des travaux là-dessus. Les assises nationales ont eu lieu, même le pardon. Oui. Mais puisque nous parlons des nouveaux départs, M. Barry. Voilà, tout à fait. Moi, pourquoi ne pas faire la relecture de tout cela dans le cadre d'un forum national? Exactement. C'est-à-dire que la réactualisation me paraît fondamentale. Par contre, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que la refondation, je pense qu'il faut creuser ce mot-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on veut refonder, il faut que les Guinéens consentent à être sous la contrainte d'une autorité publique, de loi collective minimale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une éthique minimale dans un pays, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et moi je dis qu'on n'est pas obligé d'avoir un régime démocratique. Je fais partie, écoutez, depuis les années 60, d'ailleurs les chercheurs montrent que la démocratie, il n'y a pas de lien de causalité entre la démocratie et le développement. Et l'exemple frappant, c'est la Chine. C'est-à-dire que vous avez là un régime autoritaire qui est parallèle à un développement économique et c'est même scientifique aujourd'hui. Les universités chinoises sont très prospères. Donc, mais si les Guinéens s'engagent dans une démocratie libérale, il faut déjà se questionner, est-ce que notre société qui est communautaire peut s'engager dans une perspective libérale où c'est l'individu qui a les droits et devoirs? Ça, c'est un autre débat philosophique. Par ailleurs, la refondation ou la rectification me paraît essentielle parce que le développement suppose la capacité des institutions d'aménager par exemple une marge budgétaire nécessaire au développement économique, suppose que les institutions puissent promouvoir les droits et libertés individuelles. Donc ça prend non pas des hommes forts comme on le croit ici, mais des institutions capables. Ça, par contre, il faut que les citoyens soient engagés. C'est pourquoi il y a une ambiguïté au niveau du CNRD. On veut refonder, mais l'absence de dialogue aujourd'hui, l'absence de cadre, les concertations que le peuple sont excellentes. Mais je pense que il faut accompagner justement le CNRD aujourd'hui. Il faut les encourager. Et ça, c'est un travail collectif qu'il faut faire. Il faut aller à quoi, essentiellement, de manière concrète, M. Barry? Il faut aller à quoi? Parce que la classe politique se plaint de l'absence d'un cadre de dialogue. Au niveau du peuple, il n'y a pas aussi d'espace de trait d'union, avec le CNRD. Qu'est-ce qu'il faut pour que tous les Guinéens, tous ensemble, comme le colonel lui-même aime le dire, tous ensemble aillent dans la même direction dans le cadre de cette refondation? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut accompagner là-dessus le CNRD et les rappeler incessamment que la refondation suppose l'ouverture du dialogue. On ne peut pas refonder de façon unilatérale au palais. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire que la Guinée nous appartient à tous. Et qui dit démocratie dit chacun a son mot à dire. Eh bien, tous les Guinéens ne peuvent pas bien sûr prendre la parole, ça, il ne faut pas non plus se mettre l'illusion là-dessus. Mais il y a des partis politiques aujourd'hui qui sont là, la société civile, même s'il est encore là, il faudrait peut-être savoir ce que ça veut dire dans le cadre de la Guinée, société civile. Il faut faire, je pense, un constat politique majeur sur ce terme-là en Guinée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est de savoir est-ce que nous voulons vraiment, ça pour moi c'est fondamental. Si on n'est pas prêt à consentir au respect des lois ou au respect d'une morale minimale, on a beau mettre toute la constitution idéale au monde, la Guinée va jamais s'en sortir. Donc est-ce que les Guinéens, veulent sortir de la violence politique? Est-ce que les Guinéens veulent sortir de la domination? Est-ce qu'on veut partager nos richesses minières? Si c'est oui, ça nous prend des lois. Deuxième élément, est-ce que nous sommes prêts à consentir aux lois? Parce que le problème, ça n'est même pas le type de régime politique d'abord, c'est la manière dont nous rapportons aux lois. Nous ne voulons pas respecter les lois. Nous sommes dans un rapport d'instrumentalisation aux lois. Et là, on va chercher l'appartenance ethnique comme si le problème était communautaire. Alors que le problème, c'est toute cette relation malsaine que nous avons aux lois dites publiques. Donc je pense que la refondation aussi suppose ce dialogue. Et je pense que le CNRD, me semble-t-il, est de bonne foi, j'ose l'espérer. Et nous, aujourd'hui, en tant que chercheurs, journalistes, intellectuels, il faudrait qu'on puisse
non pas s'inscrire dans une logique perpétuelle de la critique, mais il faudrait ouvrir justement le débat et disant, écoutez, nous pouvons, ce pays, on peut le sortir de la violence. Ouais. Ce pays peut être organisé de manière juste sous la forme d'un état de droit, si c'est ce que les Guinéens veulent. Maintenant, si les Guinéens veulent un autoritarisme politique ou un régime à la Chine, enfin la chinoise, pardon, ben moi je ne suis pas contre, hein, mais on peut dialoguer, on peut discuter et collectivement dégager. C'est aux Guinéens de décider tous ensemble. Voilà. Bien. La suite avec vous, Mohamed Kaba. Alors, M. Barry, de la refondation de l'État à la rectification institutionnelle, ce sont entre autres quelques valeurs cardinales que le CNRD s'est imposé. Je crois que vous avez lu la charte qui nous a été proposée par le CNRD. Tout à fait. Quel est votre regard là-dessus? Écoutez, je pense que globalement, une fois, très globalement, la charte reconduit un régime hyper présidentiel. Au KS, avec Aliou Barry, nous avons organisé un débat sur le type de régime politique que les Guinéens veulent. Et il s'est révélé en tout cas que selon le sondage qu'on a fait, bien que sur Facebook, c'est pas tous les Guinéens qui étaient, mais que les Guinéens veulent rompre avec ce régime hyper présidentiel. Ça aussi, on peut le soumettre. Non, pas, vous voyez, en fait, l'idée, c'est pas d'imposer au CNRD quoi faire. Hein. C'est pas non plus que le CNRD nous impose quoi faire. Mais il faudrait que nous nous posions la question, qu'est-ce qui nous a mené après 60 ans d'indépendance qu'on honore aujourd'hui? Pourquoi le pays est pauvre, malgré notre richesse? Et pourquoi, moi j'insiste là-dessus, pourquoi ici l'éthique a pris congé? Là, il faut le dire, et ce n'est pas la faute des acteurs politiques seulement. Moi, je vois dans des quartiers des personnes qui mettent de la musique jusqu'à 2 h du matin. Je vois des gens qui brûlent le compost, où on pollue l'environnement, des gens respirent des problèmes pulmonaires. Ça, ce n'est pas la faute d'Alpha ou la faute de Cellou Dalein Diallo ou je ne sais pas qui. Donc, il faudrait aussi collectivement nous posions quel type de citoyen nous voulons être. Quand vous mettez de la musique jusqu'à 3 h du matin, vous empêchez les gens de dormir, il y a des personnes âgées, des enfants qui sont malades. Mais qu'est-ce que vous dégagez comme vision d'autrui? Et je termine en disant que cette interrogation aussi doit porter sur ce qu'on peut, le rapport à autrui, l'altérité. Qui voulons-nous être par rapport à l'autre? C'est-à-dire quelle relation nous voulons avoir, et tant aussi longtemps que ces questions ne sont pas posées. Et je pense que ça... Et quelle relation avec notre nation ou notre État? Et des chercheurs peuvent formuler là-dessus des revendications qu'on pourrait se mettre à la discussion et au dialogue. Il ne faut pas de haut imposer aux Guinéens quoi faire. Il ne faut pas non plus que les Guinéens imposent quoi faire. Il faudrait qu'ensemble nous discutions sur notre devenir politique. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourrait s'inscrire dans une démocratie, étant donné que les Guinéens veulent la démocratie. Bien. Et comment vous comprenez le fait que le CNT, qui doit être l'organe exécutif, l'organe législatif de la transition, se fasse désirer? Parce que cela fait plus de 3 mois que le CNRD a pris le pouvoir, mais pas de CNT jusqu'à date. Malgré toutes les pressions de l'intérieur, à l'interne ici en Guinée, malgré les pressions de la CEDEAO. Écoutez, moi je ne suis pas dans les coulisses du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi ça retarde la mise en place du CNT, mais je pense que c'est un organe important et c'est dans la priorité du CNRD que de le faire. Et bien c'est dans l'avantage du CNRD, surtout que les valeurs promues par le colonel président suscite l'adhésion de tous les Guinéens. Donc je pense que là, il y a une forme de collaboration que les Guinéens... Écoutez, les Guinéens, je pense que malgré tout ce qu'on peut dire, nous avons quand même des tendances au pacifisme, à la solidarité. Et je pense que nous avons adhéré massivement aux valeurs promues par le CNRD. Bien. Il serait dommage aujourd'hui qu'on n'ouvre pas des passerelles entre justement les acteurs politiques, les citoyens, pour qu'une fois encore ensemble, nous donnions de la légitimité, nous donnions de la crédibilité au CNT et surtout aux lois qui vont être bien. Monsieur Amadou Sadio Barry, philosophe, chercheur en éthique des relations internationales, écrivain et chercheur donc au KS ici en Guinée. Il est notre invité prestige en ce mardi. Nous prolongeons le débat dans un instant, le temps d'une pause info avec la rédaction. Monsieur Sadio, je sais que vous le savez, la CEDEAO a des relations très difficiles avec la Guinée, mais avant de vous demander quelle est votre lecture de cette situation, j'aimerais préalablement vous demander quel doit être l'apport des philosophes dans cette transition, d'autant plus qu'on le sait, par le passé, il y a eu des philosophes politiques qui ont accepté même de mourir pour leurs convictions. Je ne vous rappelle pas la situation de Socrate qui a accepté de prendre la cigue pour mourir pour ses convictions parce qu'il voulait établir une cité Grèce. Et je ne vous rappelle pas non plus du rêve de la cité utopique de Platon. Écoutez, très vite, l'apport de la philosophie, d'abord, me semble est nécessaire parce que ne serait-ce que sur la compréhension des concepts qu'on utilise. Vous savez, par exemple, le concept de réconciliation, ça veut dire quoi la réconciliation? Ça veut dire quoi nation? Est-ce que la Guinée a été une nation? Vous voyez, ça c'est des choses où les philosophes politiques, c'est-à-dire que ceux qui étudient la dimension normative, là j'explique, c'est-à-dire que la manière dont la politique devrait être, sa dimension normative, c'est là où le philosophe peut être essentiel. Lorsqu'on parle par exemple aujourd'hui de l'héritage de Sékou Touré, qu'est-ce qu'un héros?
comment on construit un héros, qu'est-ce qu'être père de l'indépendance, c'est quoi cette figure, vous voyez, toutes ces définitions conceptuelles qui me paraissent essentielles. En fait, le philosophe, il dépasse, peut-être c'est prétentieux de dire, il dépasse les évidences. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où parce qu'on est Peul, on haït Sékou Touré ou parce qu'on est Malinké, on le défend. C'est pas ça du tout le travail du philosophe. Le travail du philosophe, c'est de se dégager même des perceptions populaires, de dégager tout ce qui relève du mythe pour que vraiment un travail de vérité soit effectué. Je ne dis pas que le philosophe le fait toujours. Il y a eu des gens qui ont soutenu l'horreur. Je pense à Martin Heidegger avec le nazisme en Allemagne. Donc là-dessus, le philosophe n'est pas non plus exempt, si vous voulez, de perversité. Mais en tout cas, sur la lecture du réel, de manière critique, une relation non passionnelle, une relation lucide, au risque souvent de déranger, le philosophe, c'est aussi son travail. Et je pense que vous voyez, qu'est-ce qu'une transition, par exemple? Ça veut dire quoi, transition? 2010, il y a une transition. Mais en fait, il n'y a pas une transition. Il y a eu un changement qui n'a rien changé. En 93, il y a une loi fondamentale. Qu'est-ce qu'une démocratie dans une société où les gens revendiquent plus l'appartenance communautaire? Moi, je pense que cette contradiction n'est pas soulevée souvent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que notre constitution ressemble aux démocraties occidentales libérales, mais on ne sait pas que l'Occident, depuis le XIVe siècle, est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que l'idée du sujet occidental, l'idée que l'homme est un sujet, l'homme est un être rationnel, que les Descartes ont pensé, ou les Pic de la Mirandole, l'idée que l'homme est d'abord raison. Ni Dieu le domine, ni sa famille, ni sa communauté. C'est ce qui a donné naissance aux traditions libérales qui sont en France ou en Angleterre surtout, mais aux États-Unis. Nous ici, c'est la communauté qui domine. La religion surplombe tout. Alors moi je ne comprends pas qu'on ait une démocratie libérale sur le plan des principes, alors que sur le plan sociologique, la Guinée est une société de communauté. Et dans mon livre, c'est ce que j'essaie de faire. D'abord, avant de penser le régime politique, mobilisons la recherche acquise sur notre pays. Qu'est-ce que d'abord nous sommes sur le plan sociologique? Nous sommes. Et quelle société voulons-nous? Voilà, moi quand les gens m'interpellent, on me dit vous êtes Barry, on dit ah vous êtes Peul. J'ai jamais revendiqué que je suis Peul. Moi je ne mets jamais en avant, si vous voulez, mon identité. D'ailleurs, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et tout. Je ne comprends pas pourquoi on me ramène au Poulakou, si j'ose le terme. Ouais. Alors que je suis. C'est pas de ma faute que d'être Peul. Vous voyez, c'est une contingence. Vous êtes Guinéen tout court. Oui, même le Guinéen sur le plan institutionnel, c'est une fiction légale. Le citoyen guinéen, me semble-t-il, la citoyenneté en Guinée n'a jamais pris corps en Guinée. Si le citoyen avait pris corps, nos droits et libertés, je pense que si le citoyen avait pris corps, nous aurions la possibilité de défendre nos intérêts. C'est assez sévère, franchement. Non, c'est pas une sévérité. C'est là où le philosophe questionne. La citoyenneté, c'est la bravoure à l'égard de la patrie aussi. Non, la citoyenneté, c'est l'accomplissement de ses devoirs, mais aussi, bien sûr, de ses devoirs des citoyens. Je pense que même l'idée de devoir en Guinée et de droit surtout, je sais pas. Moi, je sais pas. Ah non. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen guinéen? C'est la philosophie. Attendez quand même, mais si on vous écoute, c'est que, mais c'est la table rase. C'est comment je vais dire? Quand je parle de fiction légale, mais de l'État guinéen ou de la nation, il n'existe pas. Écoutez, rien n'existe de tout cela. Alpha Condé a dit. Depuis 63 ans. C'est Alpha Condé qui dit que j'ai hérité d'un pays et non d'un État. C'est pas le philosophe, c'est pas moi qui dis ça. Bien sûr. Et voilà. Et la pensée politique révolutionnaire, c'est là où peut-être Sékou Touré, il faut faire un travail de recherche profond. Ce n'est pas de dire que Sékou Touré a tué plus de Malinké de Peul. Moi j'entends ça hier, j'étais sidéré. C'est pas de dire que, écoutez, il faut nous pardonner. Ça veut dire quoi le pardon? Dans une société où les victimes n'ont jamais reçu de reconnaissance sérieuse. Ça veut dire quoi pardonner? Où la mémoire n'est pas, si vous voulez, incarnée. Aujourd'hui, le camp Boireau, pour des jeunes de 12-15 ans, ça veut rien dire. Le pont Une-Vence, même moi, qui est de 84, pardonnez, je dis mon âge ici, bien sûr. Je n'ai plus, quand je visite la Guinée, je n'ai plus de... La Guinée, c'est pas une société de mémoire. Il n'y a plus de mémoire dans ce pays. Alors quand je vais en France, quand je vais au Canada, aux États-Unis, je vois les traces de l'esclavage. Vous savez que le musée à Washington, par exemple. Ouais. Donc, il y a là, la société américaine a décidé de ne pas jouer avec son histoire. Bien qu'il y ait des tensions sur la mémoire, on essaie d'incarner dans le réel des lieux de reconnaissance. Donc, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est là où le philosophe, je pense, peut aider à la compréhension des concepts. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de citoyenneté, ça veut dire que simplement, sur le plan des principes, nous avons une citoyenneté sur le plan formel, mais en réalité, le droit du Guinéen, me semble-t-il, quand même, n'a jamais été respecté. Bien. Et l'autre question de Yacoumba, c'est important, ce qui parlait des relations entre la Guinée et la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez les pressions qui sont exercées par la CEDEAO, mais aussi par une partie de la classe politique sur la junte au pouvoir pour lui demander un chronogramme, un délai dans le cadre de cette transition? Est-ce que vous comprenez cette attitude des chefs d'État de la CEDEAO qui presse la junte quand même qui reste muette sur la durée de la transition?
Moi, je la comprends une fois encore d'un point de vue des principes. C'est-à-dire que la CEDEAO ne pas valider ce qu'on appelle un coup d'État. Ça, je le comprends sur le plan de principe qu'elle fait son rôle comme institution qui défend des principes. Par ailleurs, c'est insuffisant seulement de condamner. Je pense qu'on a écrit une tribune dans Le Monde où on a dit, écoutez, il faut aller au-delà des condamnations. Il faut aujourd'hui que dans la sous-région, des leaderships soient assumés, par exemple comme le Cap-Vert, le Sénégal ou le Nigeria et le Ghana, qu'on s'interroge à l'intérieur de la CEDEAO sur comment faire pour prémunir nos sociétés, justement, de coups d'État, mais surtout de ce qui conduit au coup d'État, à savoir la confiscation du pouvoir et le refus de l'alternance. C'est ça l'alternance. Donc, à l'intérieur de la CEDEAO, je pense, il y a vraiment des réflexions aussi sérieuses qui doivent être conduites pour que la CEDEAO, vraiment, comme le dit ses principes, défende les peuples de la sous-région. Ça ne sert à rien de dire que nous sommes contre le coup d'État, nous donnons 6 mois. Jouer conservateur, on peut comprendre la chose parce que les gens craignent que les militaires s'accrochent au pouvoir, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut dépasser, aujourd'hui en Afrique d'ailleurs en général, quand on voit le Tigré en Éthiopie, quand on voit le Soudan, ce qui se passe, quand on voit le Mali, quand on voit la majorité des pays d'Afrique noire surtout, sérieusement, il faut se poser des questions sérieuses sur la manière dont nous autres Africains, nous avons défendu l'idéal des indépendances. Sincèrement. Parce que je ne comprends pas que 60 ans plus tard, nous sommes encore à des questions de base, des questions élémentaires. Nous sommes incapables de régler la question du fichier électoral dans ce pays. Alors qu'aujourd'hui, moi je connais des Guinéens qui sont performants en informatique, qui peuvent nous régler ça à un espace vraiment d'1 an ou même moyen. Donc je pense que nous avons échoué sur le plan moral à nous organiser comme une société normale où l'humain a une valeur. La CEDEAO ne peut pas simplement se permettre de se contenter de positions de principe. Il faut vraiment qu'elle se remette en question dans un sens où elle peut soutenir le développement de la sous-région et surtout relever le défi lié par exemple à la globalisation aujourd'hui. Bien, allez-y Lincoln. Alors, l'organe législatif de la transition n'est pas encore mis en place, mais il le sera bientôt selon les autorités. Et quelle devrait être la vraie mission de cet organe pour une transition réussie en Guinée, puisque on a déjà 2 transitions qui ont échoué, ce qui nous amène à la situation actuelle. Écoutez, quelle devrait être les missions du CNT? Écoutez, la mission du CNT, justement, c'est en attendant une future Assemblée nationale, comme on dit, c'est d'abord de s'assurer que vraiment que tout ce qui va être pris en termes de décisions politiques soit dans l'intérêt du peuple, comme on aime à le dire. Ouais. Donc je pense qu'ici, la mission du CNT, c'est là où il faudrait vraiment faire attention à ce que des logiques personnelles aujourd'hui, des intérêts communautaires ne prennent pas le dessus sur la manière dont nous devons reconstituer l'intérêt national. Donc le CNT doit jouer un rôle fondamental, surtout dans la question du débat et du dialogue. Vous savez, c'est une chose fondamentale. En général, on dit les Guinéens, c'est un peuple mouton. Moi, je pense qu'on a un regard très condescendant sur notre peuple. Moi, je discute avec des jeunes filles qui ne sont jamais allées en Occident, avec des Guinéens qui ont étudié ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des possibilités d'invention. Il y a des gens qui veulent... Enfin, il y a un imaginaire qui est là. Il y a si vous voulez, de l'énergie. Il y a une volonté de participer. Dans la discussion sur le devenir de notre... Aujourd'hui, les femmes, par exemple, elles demandent plus de sécurité. Les violences sexuelles pullulent partout. Donc le CNT peut être cet organe délibératif, enfin, c'est ce qu'il est censé être dans le principe, bien sûr. où justement, nous, ensemble, comme collectivité, nous allons donner sens justement à l'idée de société, à l'idée surtout de citoyen. Parce que le citoyen, c'est qui? C'est la personne dont les droits et les devoirs, dont l'opinion et l'intérêt comptent. Et pour que mon opinion et mon intérêt comptent, mais encore faut-il que je puisse le défendre. Donc le CNT doit être cet organe où on peut formuler... Est-ce que par-dessus tout le marché, est-ce que vous comprenez que la question de la durée de la transition soit réservée au CNT? Est-ce que vous comprenez cette démarche du CNRD? Écoutez, évidemment, il y a des ambiguïtés à ce niveau-là. Et moi, je comprends aujourd'hui les débats quand je lis les tribunes. Bien sûr. Ce que la population perçoit. Les inquiétudes de la population et surtout aussi la manière dont le CNRD essaye de négocier, pour utiliser l'expression, sur la durée de la transition et surtout qu'on le confie au CNT. Alors, veulent-ils jouer sur le côté délibératif, c'est-à-dire que la durée de la transition doit être l'expression d'une souveraineté populaire, entre guillemets? C'est tant mieux, mais encore faut-il être vraiment dans une logique d'abord de collaboration. Et je pense qu'on peut tout à fait définir la logique de la durée de la transition sans passer par le CNT. Je pense Est-ce que la composition du CNT peut déterminer en tout cas sa mission? Elle peut l'être. Moi, je pense qu'elle peut l'être, mais tout dépend de la manière dont le CNT va être composé. Mais déjà, quand on voit la cacophonie qui entoure aujourd'hui le dépôt des candidatures, lorsqu'on dit donc là, je comprends l'inquiétude de la population. C'est là où je pense que le colonel et le CNRD doivent vraiment, une fois que j'insiste sur ce thème de dialogue qui me paraît essentiel pour désamorcer des futures crises, c'est essentiel qu'on se parle. On peut se parler. Et je ne pense pas qu'il faut attendre
comprends pas que le CNT soit mis en place pour déterminer la durée de la transition. Maintenant, si c'est ce qu'ils veulent, mais dialoguons, parlons-nous. Bien. Pourquoi vous le voulez? Il faut donc créer l'espace. On va à présent aborder d'autres volets de cette interview. On s'intéresse aux réformes qu'on peut attendre de cette transition. Oui, il y a par exemple la question de la Constitution. Mais si vous permettez, j'ai voulu tout à l'heure parler du rôle Il ne reste plus beaucoup de temps. Ouri, il faut qu'on aille vite. Bien. Le rôle du philosophe dont il parlait. En fait, en substance, je voulais dire, dans une société où les gens ne veulent écouter que du mensonge, comme le disait Alpha Condé, là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Est-ce que le philosophe aurait lieu d'exister? Vous répondrez peut-être dans les couloirs de film tout à l'heure. Mais alors, quel type de constitution, si vous voulez, devrait-on avoir à l'issue ou à la sortie de cette transition qui puisse franchement être au-dessus de toutes les tentations de chefs d'État qui viendraient après, de sorte qu'il puisse la modifier ou encore la ramener à sa personne pour s'éterniser. Et d'un point de vue global, à quelle réforme politique vous pensez que le pays devrait pouvoir enclencher dans le cadre de cette transition? D'abord, je pense qu'il faudrait que nous ayons un État concret et non pas qui sort des principes. Et la question qui se pose, c'est quelle forme d'État? Parce qu'il faut distinguer l'État du régime politique. Quelle forme d'État nous voulons? Est-ce que nous voulons rester dans la forme républicaine? Mais vous voyez, ça encore, ça prend un débat. C'est-à-dire, c'est pas moi, dans mon livre, ce que je dis, je fais une proposition. Je n'ai pas parce que j'ai un doctorat en philosophie que je vais me prendre pour Socrate, la cité, là, loin de là. Bien. Et en plus, je sais que je ne vis pas ici et je suis conscient que vous qui vivez ici, vous avez les connaissances du terrain que moi je n'ai pas. Bien. Les livres seuls ne suffisent pas. Donc, la forme de l'État, quel État nous voulons? Le type de régime politique. Moi, je suis convaincu en parlant aux Guinéens. Vous voyez, dans les bars, là, dans les cafés, il faut aller là. Oui. Moi, je parle à ces gens-là. Les gens-là ne veulent pas aujourd'hui d'un régime hyper présidentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un régime semi-présidentiel? Un régime parlementaire? Je ne sais trop. Mais cela encore, il faut ouvrir le débat. Les gens veulent aujourd'hui qu'on développe les régions. On ne comprend pas pourquoi, pour un passeport, il faut quitter Kouroussa ou Conakry. Pour un extrait de naissance, les gens ne se soignent pas dans les régions. Moi, je viens de Talaba, de Labé, de Kindé, Mamou. J'ai vu l'état des routes, l'état des systèmes d'éducation, mais c'est lamentable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la transition doit être le lieu d'une redéfinition des rapports entre la capitale et les régions? Il y a des politiques déjà qui existent sur papier pour essayer d'avoir des régions plus développées. Ça existe là, depuis Comté d'ailleurs. Maintenant, comment rendre ça plus concret? Et c'est là où je reviens sur la chose. C'est pas simplement de dire qu'on va refonder. Les Guinéens doivent se dire, est-ce qu'on est prêt à accepter ce sur quoi nous nous sommes entendus? Vous voyez, les démocraties libérales ne sont pas absolues, mais il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Prenez les Américains. On a vu même que Mike Pence s'est désolidarisé de Trump lorsqu'il a franchi la ligne rouge. Bien sûr. Donc là-dessus, il y a quand même des gens qui disent, attention, là on a touché au cœur de la nation. Donc pour des questions d'amitié ou de communauté, je ne peux pas être solidaire d'un bourreau. Et en Guinée, j'ai l'impression que cette solidarité de destin, elle nous manque. Bien. Donc comment nous conscientiser sur le fait que, au nom de ma communauté, je ne dois jamais souscrire aux injustices et aux inégalités. Pourquoi? Bien. Parce que je suis dans un rapport à autrui. Et dernier élément, on va que se permettez, c'est justement la question de la réforme du système, par exemple, électoral. J'allais y venir. Il y a tous ces Quel type de réformes-là parce que les Guinéens ont envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que l'aboutissement d'une transition, ce sont les élections qu'il faut organiser et des élections qui doivent emporter l'adhésion de tous les compétiteurs. Mais au milieu, il y a un organe qui assure, qui joue le rôle d'arbitre et qui donc doit avoir toute la crédibilité qu'il faut. Quel type de CENI dans le cadre des réformes politiques à mener dans le cadre de cette transition? Là encore, moi j'ai publié une tribune dans le Plan Afrique où j'explique qu'est-ce que c'est qu'une transition politique. Alors très vite, pour moi, j'ai une conception de la transition graduelle. Moi je pense d'ailleurs que ce gouvernement, on doit le nommer gouvernement de refondation. Parce que la transition, on va savoir si la transition a vraiment réussi dans 10 ans ou 15 ans. La transition, c'est un long processus. Mais actuellement, ce qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'il peut faire de manière synthétique et de manière inéluctable. C'est-à-dire, quelle réforme qu'il peut mettre en place de manière sérieuse et qui permettra au gouvernement suivant de continuer. Je donne un exemple. Prenez l'éducation. Aujourd'hui, s'il y avait un dialogue, là, on peut dire aux gens, écoutez, quelle vision de l'éducation nous voulons pour les 20 ans pour les Guinéens. Et avec les partis politiques, avec les chercheurs en éducation, moi je connais des Guinéens qui sont des experts de l'OIR sur l'éducation. Il y a des rapports depuis 1993 sur la réforme de l'éducation qui existent sur la table et que d'ailleurs moi j'ai dans mes dossiers. Donc on peut les réactualiser et dire alors voici ce qu'on veut pour les 20 ans. Maintenant nous c'est la transition. Évidemment que la transition ne doit pas prendre 20 ans, je l'espère. Elle doit être courte pour ma part en tout cas. Bien. Voici ce que nous voulons et la transition peut déjà commencer les réformes au niveau du primaire. Et le gouvernement suivant va continuer les réformes au niveau du secondaire et de l'université. Vous voyez, moi je pense que c'est dans cette logique qu'on pourrait collectivement définir un pays juste, démocratique et libéral. Bien, finalement, vous n'allez pas répondre à la question du type de CENI. Non, en fait, le type de CENI que moi je propose, évidemment, c'est une CENI vraiment qui respecte, une fois encore, un cadre de collaboration nécessaire à des CENI élections. politique ou technique?
ou, Écoutez, ça- ou une CENI hybride? Moi, je suis pour une CENI hybride. Bien. Mais par contre, quelle que soit la formule, quelle que soit la formule, tant aussi longtemps que la logique individuelle domine, tant aussi longtemps que les pratiques sur le de couloir dominent, quel que soit le type de CENI que vous mettrez en place, on ne sortira jamais de la conflictualité électorale. Donc Bien. moi, je suis pour en fait une CENI politique et technique, mais bien sûr qui ira dans le sens d'une collaboration où il y aura de l'ouverture, où il y aura de la transparence. Et aujourd'hui, pour terminer, nous avons un système informatique qui est capable vraiment, au-delà même de la question du CENI, de nous permettre d'avoir un fichier électoral crédible et des élections qui puissent être crédibles. Mais Bien. encore faut-il que nous le voulions. Merci à vous, M. Amadou Sadio Barry. Il était notre invité. Nous avons dépassé le temps qui nous est imparti d'1 minute. Toutes nos excuses donc à nos annonceurs et au service commercial. Amadou Sadio Barry, philosophe, chercheur en éthique des relations internationales, auteur de l'ouvrage Essai sur la fondation politique de la Guinée. Il est également chercheur au Centre d'analyse et d'études stratégiques en compagnie de M. Aliou Barry. Il était notre invité prestigieux ce mardi. Grand merci à vous d'être Merci passé à vous, dans merci ce à tout le studio et dans cette émission. Merci à tous les 5. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. On remet tous les compteurs à zéro. Demain, quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, c'est vraiment Khalil Diallo avec le grand virage. Portez-vous bien. Au revoir. Film FM, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.